Invité tout de suite du petit déjeuner politique, c'est Charles Consigny, avocat, écrivain, chroniqueur, mais surtout candidat LR aux législatives dans les Yvelines. Bonjour Charles Consigny. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Les débuts compliqués du nouveau gouvernement, l'affaire Damien Abad, la suspension, on en parlait tout à l'heure, de l'autorisation du port du burkini dans les piscines municipales à Grenoble. On va y revenir bien sûr dans les prochaines minutes, mais commençons par cette bataille des législatives dans laquelle vous avez décidé de vous engager. Durant la présidentielle, vous étiez aux côtés de Valérie Pécresse. Le fait de continuer votre engagement avec les Républicains, ça veut dire que pour vous, ce parti a encore plus que jamais de l'avenir, malgré ce score à la présidentielle ? Oui, moi je crois tout à fait que la droite et le centre vont survivre au macronisme. Je pense que nous allons traverser cette séquence et que nous allons continuer à exister. Je pense que la politique qui a été conduite depuis 5 ans n'est pas une politique qui peut satisfaire des électeurs de droite. Moi, je n'ai pas vu les prélèvements obligatoires baisser, je n'ai pas vu la sécurité revenir, je n'ai pas vu les grands services publics être rénovés. J'ai plus vu une gestion au jour le jour et des atteintes très forte aux libertés à plusieurs moments, au moment des manifestations, au moment du Covid, à plusieurs étapes de ce quinquennat. Et donc je crois que... Donc c'est pas une politique de gauche, c'est une politique de quoi C'est une politique de rien, c'est le vide. Pour moi, le macronisme, c'est le vide en politique. C'est de la communication, c'est des symboles, c'est des tactiques. Quand on voit la nomination, par exemple, du ministre de l'Éducation nationale, c'est évidemment une pure tactique politique visant à essayer de capter quelques voix de gauche. C'est dire si l'avenir de nos enfants importe à Emmanuel Macron, puisqu'il choisit le ministre qui est en charge de leur avenir en fonction de considérations politiciennes. Mais je vois pas de fond. Papendiaï, en l'occurrence, on pourra y revenir. Voilà, ouais. Je vois pas de fond, et je constate que ce qui ne marche pas en France, c'est-à-dire le poids très lourd des prélèvements obligatoires, la non-réforme de l'État, l'État obèse et qui est de plus en plus dysfonctionnel, le décrochage du pays parmi les puissances économiques du monde, etc. Je vais pas. On pourrait faire un long inventaire. Les grands services publics qui sont écroulés aujourd'hui, comme l'hôpital notamment, l'école aussi, les transports souvent, tout ça n'est pas réformé, n'est pas traité, et donc ça me fait dire que il faut à un moment donné, il faudra de l'alternance, oui. Et pourtant, on dit souvent que la France est un pays de droite. Et pour autant, ça veut dire que Macron ne serait pas de droite. Qu'est-ce qui fait que justement il arrive à capter cet électorat de droite là où vous avez plus de mal ? Je pense qu'il gagne par la peur. Et que la peur a toujours été un moteur fort en politique pour convaincre les gens. Et donc, il nous a fait le coup du péril brun en 2022. Personne ne croyait sérieusement que Marine Le Pen pouvait être élue, mais il a fait semblant d'y croire pour faire peur à la population, donc il leur a menti d'ailleurs. Et il agite aujourd'hui le péril rouge. Il fait croire, alors que personne ne le pense non plus, que Jean-Luc Mélenchon peut avoir la majorité aux élections législatives. Tout le monde sait, tous les sondeurs, etc., tout le monde sait que ça n'arrivera pas, mais il le fait croire quand même parce que c'est là-dessus qu'il veut gagner. Et d'ailleurs, les conseillers de l'Élysée eux-mêmes le reconnaissent. Je lisais ce matin même un article du Monde où un conseiller de l'Élysée était cité et il disait, en 2022, c'était soit Emmanuel Macron, soit l'extrême droite. Et bien là, aux législatives, c'est soit Emmanuel Macron, soit l'extrême gauche. Donc ils assument cette stratégie de la peur. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, il vous fait pas peur ? Mais pour moi, il n'a aucune chance de gagner, Jean-Luc Mélenchon. Ils vont peut-être gagner quelques circonscriptions historiquement de gauche, mais c'est à peu près tout. Je ne pense pas qu'il aura une majorité aux législatives. Et personne ne le croit. Mais ils auront peut-être un poids beaucoup plus important que sous le précédent quinquennat. Qu'est-ce que ça change si la majorité est la majorité présidentielle ? Ça ne change rien. C'est-à-dire que pour vous, Macron, il a déjà gagné ses élections législatives ? Je pense qu'il aura moins de 3 semaines. Plus de 2 semaines du premier tour. Je pense qu'il aura sa majorité. Je pense que c'est dans la nature des institutions. Je pense aussi que c'est important qu'il y ait une opposition républicaine à l'Assemblée. Je crois que c'est pas sain qu'il y ait un parti unique. Je pense qu'il faut des députés capables de s'opposer, capables de discuter, capables de faire entendre une ligne. Et d'ailleurs, s'il avait une majorité relative qui l'obligeait à, par exemple, obtenir l'accord des députés de la droite et du centre pour faire passer certains textes, là je pense qu'on aurait une assemblée très bien composée parce que nous serions, nous, députés de la droite et du centre, en capacité de contrôler ce qui va être fait, d'impulser quand rien n'est fait. Je pense que ce sera surtout ça qu'on devra faire, voire de s'opposer quand ce sera nécessaire. C'est pas partir un peu défaitiste que de dire ça ?
Moi, je pense que c'est la logique des institutions, si vous voulez. Après, je n'exclus pas, c'est ce que je viens de vous dire, je n'exclus pas que nous ayons beaucoup de députés de la droite et du centre à l'Assemblée et qu'ils soient obligés de composer avec nous. Et là, je pense qu'on aura gagné les législatives. À vous entendre, c'est-à-dire que l'avenir de la droite, il passe pas, sûrement pas, par le RN ou Reconquête d'Éric Zemmour. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut entendre ce que disent ses électeurs. Je pense qu'il faut recueillir leurs préoccupations, leurs angoisses. J'ai parlé tout à l'heure de la sécurité. C'est vrai qu'on a une explosion de la délinquance et de la criminalité depuis le début du premier quinquennat Macron, qui datait pas de lui, mais qui ne s'est pas du tout arrangé sous son mandat. Il y a des banlieues qui sont hors de contrôle. Il y a un séparatisme islamique qui existe, qu'il faut pas nier. Il y a aussi une immigration qui est hors de contrôle, c'est vrai. Donc tout ça, ça doit évidemment être entendu par toute la classe politique, pas seulement la classe politique de droite, par toute la classe politique. Mais je ne pense pas qu'on doit faire formellement des alliances avec Reconquête ou le RN. D'abord, le RN, sur les sujets économiques et sociaux, ils ont un programme de gauche. Et ensuite, Reconquête, moi, je trouve qu'ils sont pas très sérieux, qu'ils sont très obsédés. Je les trouve très obsessionnels, en fait, quand je vois l'affiche Buisson, Villiers, Zemmour, Marion Le Pen. Moi, je vois une affiche de gens qui partagent simplement des obsessions anti-musulmans, en quelque sorte. Et je pense pas qu'on puisse sérieusement penser qu'on peut gouverner la France contre telle ou telle catégorie de sa population. Faut quand même rester raisonnable. Pour ces législatives, 15 des 28 membres du nouveau gouvernement sont candidats. Ils savent d'ores et déjà qu'ils devront démissionner en cas de défaite. Ce sera peut-être le cas de Damien Abad, finalement, candidat dans l'Ain, le ministre des Solidarités qui continue de nier en bloc les accusations de viol qui pèsent sur lui. On a appris hier que le parquet de Paris avait décidé de ne pas ouvrir en l'état d'enquête préliminaire, faute d'éléments permettant d'identifier l'une des deux victimes, qui est restée pour le moment anonyme. En tant qu'avocat, Charles Consigny, ça ne vous semble pas un peu léger comme argument là ? C'est-à-dire finalement, sur un témoignage comme celui-ci, qui est certes anonyme, j'imagine qu'on peut la retrouver d'une certaine façon. Non, mais c'est à la plaignante elle-même, si elle souhaite se manifester, de le faire. Le parquet n'a pas à aller rechercher désespérément une plaignante qui ne souhaite pas porter plainte. Parce qu'on a notamment l'association qui a recueilli son témoignage, l'Observatoire sur les violences sexistes et sexuelles en politique, qui fait savoir que ce serait fréquent que des enquêtes préliminaires soient ouvertes sur la base de témoignages anonymes. C'est vrai ça ou pas ? Oui, c'est vrai que ça existe. Parfois c'est aussi quand il y a un détournement de procédure que la police écrit qu'elle ouvre une enquête sur la base d'une dénonciation anonyme. Mais je constate d'ailleurs que, sauf erreur de ma part, il y a dans cet observatoire Madame Alice Coffin, qu'on a pas mal entendu, qui est encartée à la NUPES, à la France Insoumise. Enfin, je sais même pas dans quelle nébuleuse elle est de l'extrême gauche. Mais si vous voulez, Alice Coffin en 1789, j'aurais pas aimé me retrouver face à elle dans un tribunal révolutionnaire. Je pense que ce sont des gens totalement extrémistes. Je pense que ce sont des gens qui vous visez Alice Coffin ou la NUP, la France Insoumise? La France Insoumise aussi, et notamment leurs éléments les plus excités. Moi, je considère que ce sont des gens extrémistes. Pour moi, Alice Coffin, c'est une personne extrémiste. Et d'ailleurs, je conteste le fait qu'elle puisse être entendue en ce moment dans les médias comme experte des violences faites aux femmes. Je pense qu'elle fait de la politique. Justement, côté politique, Elisabeth Borne qui avait déclaré dans un premier temps qu'elle n'était pas au courant. On a finalement appris mardi que les services de Matignon et de l'Élysée l'étaient. Tout ça intervient alors que la Première ministre avait promis dimanche dernier de ne pas mentir en français. Pour vous, ça va laisser des traces dans ce gouvernement sur sa légitimité ? Ça commence très mal. Ce que ça montre surtout, je trouve, c'est que, au fond, Emmanuel Macron est quelqu'un qui s'autorise tout. Vous savez, c'est Alain Finkielkraut qui cite souvent cette phrase d'Albert Camus, un homme ça s'empêche. Et je constate que un homme, au sens un homme civilisé, un homme qui fait attention à ce qu'il fait, etc. Et je constate que Macron, il a un comportement d'enfant gâté, c'est-à-dire que il a pas de barrière éthique. Et donc typiquement, pour lui, c'est plus important sans doute d'avoir la prise de guerre qu'est Damien Abad, qui coupe la tête de la droite parlementaire, que de respecter sa parole sur les femmes, grande cause du quinquennat, etc. Moi, je respecte la présomption d'innocence de Damien Abad, qu'on soit clair. Mais
Je disais ça aussi au moment du mouvement MeToo. Je suis cohérent, c'est-à-dire que j'expliquais déjà qu'il fallait ne pas jeter des noms en pâture sur les réseaux sociaux, qu'il fallait respecter la présomption d'innocence des uns et des autres, et que seule la justice pouvait trancher. Je n'ai pas du tout vu cette mesure-là à l'époque chez Emmanuel Macron et chez Marlène Schiappa, par exemple, au moment du mouvement MeToo. On avait des grands discours progressistes avec des trémolos dans la voix sur la libération de la parole. Et on a eu encore récemment Emmanuel Macron qui nous explique que les violences faites aux femmes, les femmes, etc., ce sera la grande cause de son quinquennat, la grande cause de son quinquennat. Et pourtant, étant avisé des plaintes visant sa prise de guerre, il décide de passer outre et de quand même le nommer au gouvernement parce que c'est trop précieux politiquement. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur. Un grand cynique. Oui. Dans votre formation politique, les LR que vient de quitter d'ailleurs Damien Abad, il semble quand même que les principaux cadres étaient eux-mêmes déjà au courant. Et pourtant, ça n'a pas empêché votre formation politique de le promouvoir. Jusqu'à devenir, on le disait, patron des Républicains à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a une part de responsabilité aussi du côté des LR ? Peut-être. Moi, je constate que ces plaintes, elles n'ont pas donné de suite, et j'ai lu que Aurélien Pradié... 2 plaintes classées sans suite en 2012 et 2017 pour la première femme. Bon, et donc, pardon, mais il faut quand même prendre ça en compte. Ça n'est pas anodin. C'est pas du tout la même chose. Une plainte qui est classée sans suite et une plainte qui donne lieu à une condamnation, c'est le jour et la nuit. Et je constate aussi que Aurélien Pradié, qui était secrétaire général du parti, avait demandé des explications à Damien Abad sur cette situation. Ouais. Donc ils s'en sont pas non plus totalement lavé les mains. Concernant restons sur le gouvernement et notamment sur ce nouveau gouvernement et sur les polémiques qu'il y a. Alors sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir, bien sûr, c'est important de le préciser. Mais est-ce que ça vous choque, par exemple, qu'Éric Dupond-Moretti soit toujours ministre de la Justice alors qu'il est mis en examen? Vous, l'avocat, justement, est-ce que ça vous choque? Écoutez, pas du tout. Je vais vous tenir peut-être une position iconoclaste sur Éric Dupond-Moretti. Moi, j'ai trouvé insupportable l'attitude de certains magistrats qui ont voulu empêcher Éric Dupond-Moretti d'exercer ses fonctions de garde des Sceaux. Je pense qu'ils doivent admettre qu'ils n'ont pas toujours le dernier mot. C'est pas parce qu'on est juge qu'on est toujours le décideur à la fin. Il y a une souveraineté populaire qui existe, il y a un pouvoir politique qui existe, et aux dernières nouvelles, c'est le pouvoir politique qui choisit qui est ministre de la Justice, ce ne sont pas les magistrats. Et donc je trouve que pour une fois, ils doivent prendre sur eux et accepter le fait que c'est un avocat, et pas n'importe quel avocat, celui qui était le meilleur avocat aux assises du temps où il exerçait, qui est leur ministre de la Justice, que ça leur plaise ou non. Donc là, c'est la même position qu'Emmanuel Macron à ce sujet. Et ils doivent eux aussi arriver à discuter avec ce ministre, ils doivent faire un effort. Autre sujet important aussi, je voudrais vous entendre là-dessus, qu'on puisse vous entendre, les auditeurs de Sud Radio, sur cette question-là, sur la suspension hier de l'autorisation du port du burkini dans les piscines à Grenoble. Alors, c'est le tribunal administratif qui l'a décidé, mais on attend justement, parce qu'il y a eu un recours du maire Éric Piolle devant le Conseil d'État. Mais déjà, sur cette première décision de justice, est-ce que vous la saluez? Oui, franchement oui. Je suis quelqu'un de très libéral, et donc mon premier réflexe quand on me parle d'un vêtement dans une piscine est de dire que les gens s'habillent comme ils veulent dans les piscines. Mais en même temps, je ne veux pas être naïf face aux offensives du séparatisme islamiste. Et je pense que le burkini est un vêtement de séparatisme. Je pense que c'est par ailleurs un vêtement d'asservissement des femmes, de soumission des femmes aux hommes, puisque aux dernières nouvelles, les hommes, eux, quand ils vont à la piscine, ne portent pas un vêtement particulier, si ce n'est le maillot de bain que nous sommes obligés de porter dans les piscines municipales et qui est moins saillant qu'un burkini, mais qu'on s'oblige à porter puisque c'est la règle. Et donc je trouve que en France, on a le droit de demander aux uns et aux autres de faire quand même un minimum d'efforts pour s'assimiler à la société française. On n'est pas obligé de vivre en France comme on vit en Arabie Saoudite, et donc je pense que c'est une bonne décision et qu'il faut continuer à faire des efforts pour que toute la communauté française, quelles que soient les religions, soit intégrée et se parle, et que les gens ne se séparent pas. Est-ce qu'il faudra aller jusqu'à prendre une disposition nationale en ce sens pour interdire vraiment définitivement le burkini? Est-ce que ça vous semble important, nécessaire? Si ça devient nécessaire, peut-être. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Dernière question, Charles Consigny. On a appris hier qu'une réflexion serait en cours au sein du ministère de l'Intérieur afin de ne plus retirer de points sur le permis de conduire pour les
petits excès de vitesse. C'est la moitié des excès de vitesse en France. C'est une mesure qui était attendue par de nombreuses associations d'automobilistes. Qu'en pensez-vous? C'est du bon sens ou davantage une forme d'électoralisme à moins de 3 semaines des législatives? J'allais vous dire, c'est étonnant comme cette mesure arrive pile au bon moment. Je veux dire, on a eu 5 ans pour le faire, on le fait à quelques semaines des législatives pour être certain d'avoir une majorité. Donc, si vous voulez, c'est comme quand on retire l'obligation du masque à quelques semaines aussi du premier tour des présidentielles. Et là, on l'a retiré dans les transports à quelques semaines des législatives. Je trouve que on joue beaucoup trop dans ce pays avec la liberté des citoyens. Je trouve que ce genre de décision montre que le pouvoir politique actuel ne respecte pas les citoyens comme hommes et femmes libres. Et ça peut se retourner contre le politique. Je trouve qu'ils sont traités comme des veaux. Je trouve qu'il y a une manière de les traiter qui est de ne pas les respecter. Mais on verra. Un ancien président disait plus c'est gros et mieux ça passe. Donc peut-être que c'est ce qui va se passer. On verra pour l'avenir. En tout cas, merci à Charles Consigny d'avoir été avec nous. Moi, ce que j'espère, c'est que la droite et le centre vont avoir le plus de députés possible. Le message est passé. Je rappelle justement pour nos éditeurs que vous êtes candidat LR dans la 4e circonscription des Yvelines. Et vous me permettez, je vais citer le nom de vos adversaires. Marie Lebec pour Ensemble. Pour le groupe présidentiel, Bénédicte Rativet pour Reconquête, Sophie Lelandais pour le RN, Franck Morel pour Lutte ouvrière, Bruno Caneparot d'Hiver Droite, Céline Zanata d'Hiver, Chloé Richard Desoubeaux, Parti Animaliste, et Céline Bourdon de la NUP. A priori, je n'ai oublié personne. Merci à vous. En tout cas, Charles Consigny d'avoir été sur Sud Radio ce matin. Je vous souhaite une très belle journée.